ma première formation militaire
Merci de votre fidélité à la Télé News, chaîne La Liberté. Bienvenue dans cette émission, l'invité de Patrick Lokala. Aujourd'hui, nous allons nous en présenter sur la situation sécuritaire dans la partie Est. Aux dernières nouvelles, hier soir, l'aéroport international de Goma a été visé par une bombe du M23, la ville de Saké, toujours sous menace, une ville située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma. Des affrontements au niveau de la ligne de front entre les éléments du M23 soutenus par l'armée rwandaise et le gouvernement de la République, l'armée nationale, avec le Wazalendo, le mercenaire et le force de la SADC. Mais il y a lieu aujourd'hui de nous poser la question sur cette intervention de la force de la SADC. Est-ce que les forces de la SADC sont venues combattre ou elles sont juste venues accompagner le FARDC? Nous poserons des questions pour comprendre l'enjeu de cette arrivée de la force de la SADC en République démocratique du Congo. Nous quittons le front pour nous rendre à Addis Abeba au niveau d'Éthiopie où le chef d'État se sont retrouvés dans un sommet plutôt extraordinaire sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le 10 sommet a été convoqué par le président angolais, Joao Lourenço, je crois. C'est le président en exercice de l'Union africaine, je crois. Bon, on va vérifier, je ne suis pas sûr, mais au moins c'est lui qui a convoqué ces mini-sommets extraordinaires sur la situation sécuritaire dans la partie Est. Prennent part à ces sommets le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président rwandais Paul Kagame, le président sud-africain Cyril Ramaphosa et quelques invités discutent pour trouver une issue par rapport à la situation sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Talk and fight, c'est la stratégie de Kagame. Pendant que il échangeait hier avec Félix Tshisekedi pour trouver des solutions, il a visé l'aéroport de Goma où une bombe est tombée. Mais aux dernières nouvelles ce matin, on nous apprend que les vols ont repris, les vols nationaux et internationaux ont repris et la situation semble être normale à Goma. À quoi consiste la stratégie de Paul Kagame? Talk and fight. Talk, dialoguer et faire la guerre. Est-ce que c'est un moyen de pression pour mettre dos au mur? Félix Tshisekedi, qui, il faut le dire, arrive quand même, selon certains analystes, très affaibli dans ces négociations parce que dans la ligne de front, il n'arrive pas à gagner la guerre. Il n'a plus d'autre choix que d'aller se jeter dans le bras de Lourenço qui peut-être va convaincre Kagame à quitter le front militaire pour le front diplomatique. C'est aussi le souhait des États-Unis d'Amérique qui a recommandé au président congolais et rwandais de discuter pour trouver la solution concernant la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Revenons au pays pour parler politique. Les formateurs du gouvernement poursuivent ces consultations. Ont franchi hier la porte de l'informateur Constant Moutamba. Je vais l'appeler pour le recevoir. Je crois qu'il aura un peu de temps pour nous. Si pas demain, ça sera au cours de la semaine pour qu'il vienne nous expliquer qu'est-ce qu'il est allé faire en tant qu'opposant républicain au niveau de ces consultations. Adolphe Muzito aussi, c'est l'une des figures de proue de l'opposition qui a aussi franchi la porte des informateurs pour échanger avec lui sur la mission qu'il a reçue du chef de l'État. Est-ce que Muzito a tourné le dos à l'opposition et que désormais il peut être compté parmi les membres de la nouvelle majorité parlementaire qui pourra désigner ou présenter un nouveau gouvernement, investir un nouveau gouvernement dans les jours à venir? Voilà, il y a quelques faits politiques. Le dollar au pays ne fait que grimper. Aujourd'hui, nous avons changé. Moi, par exemple, un dollar a coûté près de 2740 francs. Voilà, près de 2740 francs. La situation se dégrade, les tissus économiques se dégradent, le pouvoir d'achat des Congolais se volatilise, se perd tout le jour.
Mais les salaires des fonctionnaires ne suivent pas. Nous apprenons de certaines sources que les députés nationaux, chaque député pourrait toucher une somme colossale de 400 000 $ américains de frais d'installation. Et les émoluments s'élèvent désormais, ça c'est officiel, hein, c'est la loi de finances, à 33 000 francs congolais. Entre-temps, un enseignant touche combien? 33 000 $ américains. Excusez-moi. Entre-temps, un enseignant touche combien? Un professeur d'université touche combien? Un assistant, un fonctionnaire, un docteur, un médecin, un infirmier, un huissier touche combien? Un militaire au front touche combien pendant que les dormeurs, hein, cette Assemblée nationale remplie de dormeurs, touchent autant d'argent. Les militaires qui sacrifient leur vie et touchent combien? Voilà, l'un de nous, l'intention de démoraliser les troupes, mais c'est ça la triste réalité d'un État qui donne tout aux politiciens, mais qui ne donne rien à l'armée, rien à la police, rien aux enseignants. Bon, pas rien. C'est que l'État donne aux enseignants n'est pas consistant. Ce salaire-là n'est pas consistant. Le salaire des militaires n'est pas consistant. Le salaire là, il n'est pas consistant. Il n'est pas consistant. Bon, voilà le contexte dans lequel nous nous trouvons. Un entretien de quelques minutes avec notre invité qui fait son comeback depuis qu'on s'est séparés. Ça date un peu, mais il est de retour avec nous. L'invité de Patrick Lokala aujourd'hui, c'est Maître Carlos Mopili. Maître Carlos Mopili, bonjour. Bonjour, monsieur Patrick Lokala. Comment allez-vous? Bon, en ça fera quand même un peu bien. Voilà, je rappelle que vous êtes professeur d'université, vous êtes expert en cybercriminalité, vous êtes le seul doctrinaire d'ailleurs congolais que nous avons en cette matière, vous êtes le coordinateur de la société civile électorale. Évidemment. Évidemment. Et voilà, la page des élections est déjà tournée. Maître Carlos Mopili, on ne va pas y revenir, hein. Fini les élections. Ça va. On concède. Vous êtes un ancien Kadogo. Non, ancien libérateur. Ancien libérateur, voilà, ancien libérateur. Déjà, les libérateurs qui ont accompagné Mouzé, grâce à vous, nous avons cette loi fondamentale. Mouzé n'a pas gouverné le pays pendant de longues années. Il est parti vite, de suite d'un assassinat odieux, lâche que j'ai continué à condamner jusqu'à aujourd'hui. Il a laissé son fils qui nous a légué cette loi fondamentale. Hein. La constitution de la République démocratique du Congo a été rendue publique le 18 février 2006 au journal officiel de la République démocratique du Congo. Demain, ça sera le 40e anniversaire de la... 18e, je crois. Le 18e. Depuis qu'elle existe, ça fait 18 ans. Voilà, ça sera demain. Alors, c'est ça, on discutait avec vous en aparté. Quand vous regardez cette loi, son utilisation, êtes-vous aujourd'hui fier de la défendre? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut carrément la supprimer pour la remplacer par une autre, parce qu'elle est le fruit de belligérants. Juste un petit mot avant que l'on parle sécurité politique. Oui, je crois que je vis les gens défiler, bien habillés avec des cravates, mais mal habillés intellectuellement. J'ai toujours dit ça, que on peut être professeur, docteur en telle discipline, mais dans l'autre discipline, on peut être illettré ou bien semi-lettré. Ou on n'a pas de connaissances, tout simplement. Mais c'est ça, oui, parce que moi, quand vous me demandez, quand j'entre dans ce qui concerne la mathématique, je suis semi-lettré. Mais quand je rentre dans mon secteur des droits, je suis docteur. Ok? Alors, quand je vois les aînés qui ont un doctorat en ceci, oui, vous êtes professeur, mais vous ne vous connaissez pas en droit constitutionnel. Donc, avant d'apporter un avis, surtout une analyse, il faut toujours recourir aux spécialistes dans les domaines, aux techniciens. Je trouve que cette constitution, il faut préciser qu'elle a été obtenue par une procédure démocratique, c'est-à-dire par voie référendaire. Et comme nous tous nous connaissons très bien que la constitution n'est pas un texte. Donc, tel que vous touchez ça, ce n'est pas ça la constitution. La constitution est avant tout une norme. Et quand on parle que la constitution c'est une norme, ce que étant qu'une règle juridique, elle doit respecter tout
ces caractères, ou on peut dire toutes ces caractéristiques. Donc, ça doit avoir un caractère général, abstrait, contraignant et aussi coercitif. Mais malheureusement, cette constitution qui souffre au niveau de son application, parce que certains dirigeants croient qu'ils sont au-dessus de la constitution. Or, lorsqu'on dit que la constitution c'est une loi fondamentale, cela s'exprime par deux choses. Elle est une loi fondamentale parce qu'elle se trouve au sommet de la hiérarchie de règles des droits. Deux, c'est parce qu'elle valide toutes les règles du droit. Donc, lorsqu'on a la loi de référence. Voilà. Aujourd'hui, lorsqu'on a une loi de finances, dont on parle de la loi budgétaire, qui donne déjà une rémunération à 33 000 $ aux députés, dont on sait que certains, avec leur CV de honte, ont un niveau de diplômé d'État, d'autres de D4, d'autres de licenciés, d'autres de docteurs, et alors que les autres classes sociales, qui sont aussi importantes dans le pays, touchent moins de 100 $ ou moins de 500 $. Déjà, nous parlons de l'injustice sociale et ça viole l'article 58 de la Constitution. Et vous connaissez l'article 58 de la Constitution, vous pouvez lire. C'est l'article que tout Congolais doit avoir ça en tête. Parce que l'article 58 qui fait de nous une république. Et en faisant de nous une république, ce que le Congo, c'est le res publica, c'est un bien qui appartient à tout le monde. Je vais lire à Congolais et copropriétaire de ce Congo. Je vais lire à l'attention des cyber téléspectateurs. Très bien. Article 58 de la Constitution de la RDC, tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Voilà. Donc, tout Congolais a droit de jouir des richesses du Congo, de notre pays. Et l'État a le devoir de les redistribuer équitablement. C'est ça qui fait de nous une république. Donc, nous sommes tous les copropriétaires, les co-héritiers de la chose qu'on appelle Congo. Il est inadmissible que certains touchent 33 000 $ américains et d'autres 100 $ ou moins de 100 $. Voilà, parce que moins de 500. Le président Chilombo, dans le sens d'une république, il est comparé à l'administrateur, c'est-à-dire au liquidateur dans une famille. Il n'est pas plus que nous autres, non. Tout ce qu'on peut lui donner, c'est par rapport à ses charges, à ses fonctions, pour bien les assumer pour notre service. Donc ça déjà, vous comprenez que cette constitution souffre au niveau de son application. Donc, et je crois que penser la réviser ou la changer, moi je crois que ce sont des flatteurs politiciens et vous trouverez que beaucoup qui en parlent, j'ai dit, ils ne sont pas du domaine. Donc la loi elle-même ne pose pas de problèmes jusque-là, mais elle souffre plutôt au niveau de son application. C'est là où il faut veiller. Oui, parce que quand vous prenez la constitution, d'ailleurs toutes les constitutions des États libéraux, il y a deux grandes parties. La première partie, c'est la Constitution garantit les droits humains. Et quand vous passez dans les droits humains, vous trouverez par exemple l'article 36 qui parle des droits au travail et à un salaire décent. C'est-à-dire tout Congolais doit avoir un travail, si tu termines tes études, l'État doit te donner le travail. Et pas seulement te donner le travail, si tu es fonctionnaire de l'État ou si tu travailles quelque part, tu dois avoir un salaire qui exprime la dignité humaine, qui te donne la dignité humaine. Vous allez à l'article 43 qui consacre la gratuité et l'obligation pour les enfants de fréquenter les écoles primaires publiques. Vous allez aussi à l'article 47 de notre Constitution qui consacre les droits à la sécurité alimentaire et aussi aux soins médicaux. C'est-à-dire cette Constitution
demande que tout Congolais doit manger très bien, manger le foufou, les soso, le poisson à côté et les fruits. L'article 48 qui garantit les droits à un logement décent, accès à l'eau potable et au courant électrique. Donc, vous voyez que cette constitution a garanti plus de droits aux Congolais, mais ce sont les politiciens que eux bénéficient et exploitent que les versets, ou on peut dire les dispositions qui leur sont avantageuses. Donc cette raison elle est fallacieuse de dire aux gens, c'est quand même une constitution des belligérants, c'est une raison qui ne tient pas debout. Donc nous allons fêter peut-être 18 ans depuis que la loi fondamentale a été rendue publique par Joseph Kabila après le référendum. Ici, il n'y a pas de signature, parce que c'est une copie. Non, c'était promulgué. Et aussi, quand on parle de séparation des pouvoirs, ce n'est pas cette constitution qui empêche au président Kamoleta d'assumer sa responsabilité étant que le pouvoir judiciaire ou pouvoir juridictionnel. Ce n'est pas cette constitution qui empêche au président Mbosso, au président Bahati, d'assumer leur rôle ou leur responsabilité étant que pouvoir législatif. Parce que déjà dans la constitution, on consacre le principe de séparation des pouvoirs. Mais malheureusement, il n'y a que... Tous les pouvoirs sont inféodés à un seul pouvoir. Voilà. Donc, on peut parler des services législatifs, services judiciaires, services exécutifs. Si ce n'est pas cette constitution qui diminue le charisme d'un premier ministre de se faire passer comme pare-choc du président de la République. Ça, c'est un problème des animateurs qui ne veulent pas imposer ou faire appliquer la constitution qui s'ignore. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Donc, arrêtez de dire que la loi, elle est des belligérants. Certes, cette loi peut avoir des imperfections. Mais avant d'échanger d'abord celle-ci, Maître Carlos a mené une réflexion très approfondie. J'ai douté. Le président vient encore de prêter serment. Sur la même constitution. Oui. Et il a juré devant Dieu, devant la nation. De la respecter. De défendre cette constitution et de respecter les lois de la République. Mais le même président, après une semaine de prêter serment, il continue à siéger dans les conseils des ministres avec le ministre et député. Alors que dans cette constitution, on ne parle pas de ministre et député. Soit on est ministre, soit on est député. La constitution parle de l'incompatibilité entre la fonction d'un ministre et la fonction d'un député. Mais est-ce que c'est cette constitution encore qu'on va accuser, ou c'est le président de la République lui-même qui viole son serment constitutionnel de ne pas faire exécuter ça? On a vu le président de la République empêcher le ministre accusé de tel, de ne pas siéger avec lui au conseil des ministres. Pourquoi ne le ferait pas avec Sama Lukonde, qui est son premier ministre, mais est député? Pourquoi ne le ferait pas avec les autres ministres membres du gouvernement, qui sont devenus des députés, qui auront les 400 000 $ de frais d'installation et d'accueil? Et en même temps, ils auront encore les indemnités de sortie au gouvernement. Donc, c'est les problèmes d'hommes. Ça n'a rien de problème. C'est comme un pasteur violeur ou un pasteur voleur qui dit qu'il faut changer la Bible parce que les péchés continuent toujours. Il faut changer la Bible. Non, ce n'est pas le problème de changer la Bible. Il faut respecter la Bible. Merci beaucoup, Maître Carlos Mopili. Donc, la loi ne pose pas problème. Ce sont les hommes qui sont en réalité corrompus. Les hommes sont corrompus et ils considèrent que la loi qui est corrompue. Il faut commencer d'abord par respecter celle-ci. Il est vrai qu'il y a des petits débats qui sont ici, mais on ne va pas aller dans les changements tant que nous ne sommes pas en mesure de la respecter dans son entièreté. Voilà. Maître Carlos Mopili, nous allons tout de suite nous rendre à Nairobi, où Lorenzo avait convoqué un sommet extraordinaire sur la situation du Congo. Ce sommet réunit les chefs d'État de la région. Il y a le président Tshisekedi, le président Kagame, le président Lorenzo et beaucoup d'autres chefs d'État qui participent à ce sommet sur la situation sécuritaire au niveau de la partie est de la République démocratique du Congo. Certes, il y a eu des interventions. Je vais quand même vous donner la teneur de ce que Félix Tshisekedi a déclaré dans son intervention dans le minute qui suivent. Mais je voudrais d'abord rester au niveau de la forme. Au niveau de la forme avec Maître Carlos Mopili, parce que c'est quand même un expert en la matière. Je lui pose la question de savoir, Maître, ce mini-sommet de Nairobi, non, d'Addis Abeba,
tombe dans un contexte où est la conséquence de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce que par cet acte, nous pouvons dire que le Congo est aujourd'hui engagé dans une voie de dialogue avec Paul Kagame et le M23? Bon, ou c'est le début? Est-ce qu'on peut dire le début ou la suite? Parce que je ne sais pas encore quelle matière... Je veux savoir. Voilà, est-ce qu'il y aura encore une matière nouvelle? Parce que c'est encore en Angola qu'il y a eu des communiqués, qu'il y avait un communiqué final, toujours en Angola, Luanda, aujourd'hui on est à Addis Abeba. Et avec le même acteur, sur le même problème. Sur le même problème. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui sera élément nouveau. Parce que encore à Luanda, où Kagame lui-même il a pris l'engagement de demander au M23 de cesser les faits et de se retirer sur les zones occupées. Et ils vont encore aller se parler quoi? Moi je trouve que c'est du déjà vu, du déjà entendu, déjà discuté. Je crois qu'il n'y a pas encore un élément nouveau dans tout ça. Parce que Félix il va encore accuser Kagame, qui est celui le commandant du M23. Kagame va accuser les Congo qui ne respecte pas les accords. Qui ne respecte pas les accords et qu'il est en train d'armer les génocidaires, ok? Et qu'il y a aussi les génocidaires et qu'il veut protéger ses frontières parce qu'il a la crainte des génocidaires, et aussi il va soulever encore le problème de la minorité Tutsi, nilotique, qui est en voie d'extermination par ces génocidaires. C'est déjà entendu, déjà fait. La réinsertion des éléments du M23 dans l'armée également, ce sont des questions qui seront peut-être évoquées. Mobilisation et réinsertion. C'est dans l'accord. Dans les communiqués qui renvoient à l'accord de Nairobi, ça y est là. Donc, je trouve que c'est qu'à notre niveau, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que le président Félix puisse accepter d'aller à ces mini-sommets? Est-ce que c'est pour envisager un petit cessez-le-feu parce qu'il a peur de l'inconnu? Est-ce que voilà les est-ce que là, parce que jusque là l'interrogation que nous Congolais, nous d'abord de la société civile, nous nous posons, c'est que nous sommes encore au niveau de l'après-campagne électorale, où le président a fait une promesse au peuple congolais. Et c'est à cause de cette promesse qu'il a gagné, il faut dire ça, ok, les élections contre son challenger Katumbi, qu'on accusait d'avoir une femme burundaise Tutsi, qu'on accusait de ne jamais d'être un candidat de Kagame. Et le président, il s'est vu, il a fait une promesse à Bukavu que Kagame c'est un utilaire d'Afrique et il finira comme utilaire. Comment finit utilaire? Ce n'est pas par les négociations. Utilaire, vous connaissez comment il a fini? C'est lorsque les troupes des Alliés ont pris Berlin et utilaire s'est suicidé dans un bouquet. Dans un bouquet. Alors, ça c'est première promesse. Deuxième promesse, c'est ce que le président a fait au peuple quinois lors de meetings. Et il dit, moindre escarmouche, si seulement ils osent qu'une balle tombe, pas même deux, une seule, je vais réunir les deux chambres et je vais déclarer la guerre au Rwanda. Ça, nous avions dit aux Aïna et Lombe, et c'est lui qui va finir avec le Rwanda. Ça, nous sommes en face des escarmouches, plusieurs encore,
Et le peuple veut l'accompagner dans cette promesse. La promesse n'est pas moindre escarmouche, dialogue avec les M23. La promesse, c'est que moindre escarmouche, on déclare la guerre au Rwanda. Et c'est là où nous sommes. Alors, on ne refuse pas des négociations. C'est vous qui parlez, maître, c'est comme vous l'avez évoqué, la vidéo de la moindre escarmouche et la guerre promise au Rwanda. Je crois d'Éric Loukeba à cette vidéo. Les gens risquent de penser que nous mentons. Il faudrait que nous ayons la vidéo. Ça nous permettra de rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. D'Éric Loukeba, la première vidéo de la moindre escarmouche. Et la deuxième, à laquelle Maître Carlos a fait allusion, celle de la place Sainte-Thérèse à Anjili. Ça, je vais la demander après. Mais tous dans nos vidéos, il y a moindre escarmouche. Si la vidéo est prête, nous allons la prendre et nous nous retrouvons tout juste après avoir suivi cette vidéo. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre à la moindre escarmouche. Maître Carlos, vous étiez en train de faire allusion à cette vidéo. Oui, oui. Où il dit nous sommes prêts, c'est-à-dire militairement, pour atteindre le Rwanda. Et nous sommes dans cette situation-là. Et je vous dis, État qui est spécialiste et en droit international. Dès que la deuxième vidéo est prête, vous me faites signe. Très bien, on prend la deuxième vidéo. Ok, merci. Pour qu'on en finisse. Je poserai la question de savoir, est-ce que c'était une déclaration tapageuse, excusez-moi le concept, ou c'était juste, on voulait se faire du plaisir, ou soit on avait vraiment les moyens d'aller faire la guerre contre le Rwanda, alors que nous n'arrivons pas à faire la guerre au M23. Suivons la deuxième vidéo de Félix Edouard. Une foule immense est venue l'écouter pendant la campagne électorale à la place Sainte-Thérèse de Njili. À partir de Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akola la lisusu nanda kona été. Akokota Zamba. Asakana na bato mususu, mais asakana na fachi beton te mokengeli ya ba Congolais. Na lobi na Kagame boye asakana na bato misusu oya monela kawana kasi na fachi beton te à partir ya Goma tokoki ko toucher. Très bien, voilà les menaces de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'endroit du président rwandais Paul Kagame. Première menace, Sainte-Thérèse. Deuxième menace, devant ce journaliste de Top Congo, Christian Lusakweno, et nos confrères Thierry Kambundi, Trésor Kiyombo et Osé Manzanza. Alors, qu'est-ce que les Rwandais ont fait après avoir suivi les menaces de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? On va suivre un communiqué de l'armée qui nous dit clairement qu'une bombe n'est pas tombée ni à Sake, ni à Kiloriwe, ni à Bunagana. Une bombe est tombée à l'aéroport international de Goma. Suivez cette vidéo d'Éric Loukeba, la vidéo d'un porte-parole de l'armée qui vient nous relater comment une bombe de l'armée du M23 soutenue par le Rwanda est tombée au niveau de l'aéroport international de Goma. Suivons. Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2h du matin, heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées
de la République démocratique du Congo, au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Merci. Maître Carlos, moindre escarmouche, je vais atteindre Kigali, je fais la guerre, Kagame ne dormira pas chez lui, il va s'enfuir. Et là, c'est l'armée de Félix Tshisekedi qui dit que l'armée rwandaise a visé l'aéroport de Goma. C'est-à-dire que le Rwanda a pris les menaces de Félix Antoine Tshisekedi très au sérieux et le Rwanda a agi. Nous, au lieu de réagir, nous faisons un communiqué. Est-ce que Félix Tshisekedi, en faisant cette déclaration, avait pesé le pour et le contre? Est-ce qu'il était vraiment prêt à faire la guerre au Rwanda ou c'était juste une communication de campagne électorale pour gagner la confiance des Congolais? Et dans tous les cas, est-ce que ces déclarations ne nous ont pas exposés? Voilà. C'est un peu difficile de comprendre parce qu'on était dans un contexte de la campagne électorale où le populisme est admis pour le viol psychologique, c'est-à-dire gagner l'électorat du peuple congolais. Mais aussi, il faut admettre que le président Félix Tshisekedi, dans son parcours, il n'a pas vraiment la maîtrise de la personnalité de Kagame et même de Museveni. Je trouve que il a eu dans son parcours d'étudier plus la politique des dirigeants occidentaux que beaucoup de politiciens congolais admirent, les Jacques Chirac, le Mitterrand, en Belgique vous regardez tel ministre, aux États-Unis les Bush, les Bill Clinton, et moins d'intérêt sur le dirigeant voisin de notre pays. Parce que moi, ma première formation militaire, je l'ai eu avec les instructeurs rwandais. Et Patrick, quand vous parlez, voici ce qu'ils nous ont appris. Ils nous ont appris que kitu chote kinachokutatitiza ni adui, na adui inaomba kumutosha pepo. Ça c'est en swahili. En français ça veut dire tout ce qui t'évince ou tout ce qui te tourmente, ça s'appelle ennemi. Et face à l'ennemi, il faut les tuer, il faut l'éliminer. Donc, il y a deux choses. Définition de l'ennemi, c'est tout celui qui te tourmente, qui t'évince, qui te tracasse. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la deuxième chose. Il faut l'éliminer. On ne joue pas, on n'aménage pas avec un ennemi. Il faut l'éliminer pour avoir la paix du cœur. Ça, c'est ce que les instructeurs rwandais nous ont appris. Et beaucoup de gens interprétaient peut-être que nous étions des fumeurs quand on voyait que les Kadogo tiraient sur les gens. Non. C'est parce que quand quelqu'un, Kadogo, est libérateur, avec une Kalachnikov, vous êtes un ex-phase ou vous êtes un adulte, vous voulez vous moquer de lui, donc vous entrez, vous répondez à cette définition de Adoui, de l'ennemi. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer, il faut l'éliminer pour avoir la paix du cœur. C'est ce que le Rwanda applique sur le Congo qui l'a menacé? Non, je vais dire. Ça, c'est ce que Kagame applique sur Félix. Non. Ce sont des choses que le président Félix ne connaît pas. Lui, il veut confondre le président Kagame à l'ex-président de la République Kabila. C'est-à-dire, j'ai déboulonné un général-major Kabila
J'ai envoyé il y a mes militants. Je l'ai envoyé à la retraite. Oui, oui, mes militants l'ont insulté. Ils ont insulté même sa mère, ils ont insulté même son épouse. Roi de Kara, il n'a rien riposté. Et tous les militaires sont comme ça. Je peux me jouer d'eux. Et d'ailleurs, je les déboulodé. Je les chassais de Kinshasa. Et après, au même moment, je dormais. J'étais sécurisé par des bataillons que lui a laissé, majoritairement même Katangien. Donc, je suis très fort. Non. Oui. Mais quand vous êtes en face d'un Paul Kagame, il faut vous mettre en tête que si vous le vexez par les propos, il faut vous considérer que vous êtes son ennemi et dans leur ligne de conduite, tout ennemi est à abattre. Donc, le président Félix Tshisekedi doit oublier la politique politicienne de la RDC. Le populisme. Non, pas le populisme. La politique politicienne qu'il a apprise chez son père dans l'école de l'UDPS. C'est-à-dire outrage, vous pouvez citer Mobutu. Les invectives. Et puis demain, Mobutu vous débauche, vous devenez proche à lui. Comme vous voyez comment la plupart des gens qui ont insulté Kabila, ils ont mangé avec Kabila. C'est des gens que Kabila a distribué des postes. Avec Kagame. Avec Kagame, ce n'est pas comme ça. Avec Museveni, ce n'est pas comme ça. La preuve est que dans le régime de Kagame, il n'y a jamais eu des anciens de FDLR. Il n'y a jamais eu des anciens proches de Aberimana. Dans le régime aussi de Museveni, il n'y a pas les anciens proches de tel. Mais Kabila Joseph l'a fait. Il a servi plus les anciens en excluant ses compagnons d'élite. Mais ça, vous ne trouverez pas dans ce genre de régime-là. Donc, il ne faut pas qu'il puisse se faire cette confusion-là. De évaluer ou de gérer ses relations avec Kabila, avec Museveni et Kagame. Non. Donc, alors, est-ce qu'en ligne de compte, on met cette déclaration, on considère que c'était juste une communication de campagne ou qu'il était sûr de lui, parce qu'il n'a pas fait ça à une seule sortie. Il a fait à Bukavu, il fait ça à Kinshasa devant une foule, il fait ça lors de sa toute dernière émission. Non, la question c'est que, nous sommes dans une situation où le président Fachi, il fait cette déclaration. Après, Kagame a réagi. Continue de réagir. Après avoir réagi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réaménagé son armée. Il a fait des affectations par des hommes de confiance. C'est-à-dire qu'il a pris le temps de se préparer. Et pour Kagame, dans son esprit-là, il se voit ennemi de Félix. Donc pour Kagame, lui il sait que Félix veut l'éliminer. Alors je vous ai dit, chez les Rwandais, vous devez éliminer vite votre ennemi avant qu'il vous élimine. Et tous les moyens sont autorisés. Tous les moyens. Même par empoisonnement, même à travers qui, même à travers... Il faut l'éliminer pour avoir la paix du cœur. Donc, pour le président Fachi, il doit se mettre qu'il n'y a pas ce qu'on appelle... donc, il doit être Takinga. Il doit être comment? Takinga, le théâtre disait à Kenakasengo à Simate. C'est ça. C'est que il n'y aura jamais une réconciliation entre lui et Kagame. Mais on peut avoir la gestion des conflits. Vous connaissez la différence, non? Oui, je connais. Entre la résolution des conflits et la gestion des conflits. Maintenant, là, votre question, c'est de dire, c'était du populisme ou quoi? Ou par rapport à le moyen de faire véritablement la guerre et faire fouiller Kagame.
je viens de voir l'interview de notre porte-parole militaire. Ouais. La communication. C'était pas une interview, c'est une communication. C'est une communication. Ouais. Mais quand je vois son attitude, bon, je parle avec réserve. Ouais. On ne communique pas comme ça avec cette attitude lorsqu'on est agressé. Non. Son attitude était comment? Son attitude était triste. Non. On ne communique pas comme ça. Il fallait montrer la détermination. Oui. Dans la communication qu'on enseigne dans des écoles de guerre, il y a une manière de communiquer. C'est-à-dire votre manière de communiquer doit avoir un effet dissuasif. Pas comme quelqu'un qui s'est résigné. Quelqu'un qui se plaint. Non, vous n'êtes pas une ONG. Vous êtes une armée. Vous faites la communication de l'armée. L'armée signifie puissance publique. Vous êtes les anticorps de la RDC. Ok? Lorsqu'on est du sentinelle, même si on n'a pas la force, mais on va crier. C'est-à-dire quoi? Nous sommes... Je vais vous faire un pas en arrière. Il y a eu guerre à Brazzaville, Sassou et Lissouba. Première bombe tombe ici à Kinshasa. Je crois la deuxième bombe. Mouzé n'avait pas fait une déclaration. Ah, Mouzé n'avait pas fait un communiqué? Non. Pour prendre un témoin? Non. La communauté nationale et internationale. Il n'a pris en témoin personne. Qu'est-ce qu'il avait? Il a demandé à l'armée de placer l'artillerie et il a riposté. Ah, vous avez riposté. Plusieurs coups de bombe sont tombés à Brazzaville. Et c'était la fin. Brazzaville n'a pas plus envoyé même une balle de Kalachnikov sur le territoire congolais. Donc, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? La question tombe à Goma. D'abord, on a promis de faire la guerre, mais les bombes tombent à Goma, on ne réagit pas, on fait des communiqués. Je vais corriger même les porte-parole Patrick Mouyaya. Bon, ça m'étonne, hein, parce que quand vous lisez son CV... Je reviendrai toujours sur ma question si elle n'est pas... Je reviens, je suis dans cette question. Parce que lui dit donc, dans des conditions, le président ne peut pas réunir les deux chambres. Non. D'abord, la procédure de réunir les deux chambres pour la déclaration de la guerre n'est pas à confondre avec la situation actuelle. La situation actuelle est telle qu'elle a été présentée par les colonels porte-parole. Les colonels porte-parole présentent ceci avec preuve, parce que ça c'est le renseignement, ce n'est pas du journalisme. Il faut faire la part des choses entre le renseignement et l'information. Vous les journalistes, vous vous limitez au niveau de l'information. C'est-à-dire il y a rumeur, information et renseignement. Donc, rumeur, il y a un ennemi qui est en train de venir, d'avancer. On a appris que les Rwandais ont traversé. Ça, c'est encore des rumeurs. L'information, oui, nous les avons vus. Ils ont traversé. On a vu avec des tenues militaires et avec des armes. Ça, c'est l'information. Les journalistes se limitent là. Mais le renseignement militaire ne se limite pas là. Le renseignement militaire se limite à savoir, il faut identifier la force. Environ l'effectif. C'est une compagnie, un bataillon, un régiment, une brigade. Quel type d'armes? Et combien d'armes d'appui? C'est quel type d'unité? Est-ce qu'il y a les unités d'élite? Ok? Est-ce que leur position, c'est d'attaquer quand? Ça, c'est le renseignement. Et ce que le colonel a donné, c'est le renseignement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici comment la situation se présente. Le Rwanda a visé l'aéroport international de Goma. Il a visé nos aéronefs, c'est-à-dire nos avions de chasse militaires. Donc le Rwanda visait la cible militaire. Donc là, le Rwanda fait la guerre à la RDC tout en observant le droit international humanitaire. Donc pas l'objectif civil, mais l'objectif militaire. Neutraliser les avions de chasse. Avec quoi?
avec les drones militaires. C'est la stratégie d'Israël, la guerre la plus courte. Quand vous étudiez l'histoire militaire, la guerre la plus courte, c'est entre Israël et l'Égypte. Quand l'Égypte se réveille le matin, l'aviation israélienne bombarde tous les avions de chasse des Égyptiens. C'était la fin de la guerre. Et c'est ce que le Rwanda voulait faire. C'est-à-dire neutraliser les avions de chasse comme premier épisode. Et deuxième épisode, personne ne sait ce qui pouvait arriver. Quand on est dans cette situation, il n'y a plus de procédure constitutionnelle. Je vous parle, je suis spécialiste en droit des conflits. La cybercriminalité, je l'ai fait dans mon deuxième master. Mon premier master, on a tanga Zidane, azotanga la formation de manager sportif. Moi, je suis en train d'étudier les droits internationaux, c'est-à-dire les droits des conflits armés. C'est ça. Quand est-ce qu'un État peut faire recours à la force? Il y a des résolutions des Nations Unies qui prévoient 3 raisons. 3. Parmi ces raisons, c'est lorsque un État est attaqué par un autre État. Et là, on parle de raisons de légitime défense. Ce que la Russie est en train de faire là contre l'Ukraine, la Russie évoque le cas de légitime défense. Mais ce n'est pas vraiment ça. Mais nous avons le droit d'évoquer le cas de légitime défense. Pour le cas du Congo, surtout avec cette bombe qui est tombée à l'aéroport de Goma. Mais papa, nous sommes dans une situation que vous êtes chez vous à la maison, un bandit main armée débarque chez vous. La nuit, il casse la porte, il est déjà dans votre chambre. Alors, revenez. Vous devez appeler la police? Non. Vous allez convoquer la réunion de famille? Non. Qu'est-ce que vous faites? Vous réagissez. Avec les moyens de bord. C'est ça, lorsqu'on parle de l'agression, cela veut dire... Mais je réponds. Oui, il a menacé le Rwanda a attaqué chez nous, c'est l'aéroport. Maintenant, est-ce que la déclaration va se matérialiser ou que c'était juste un effet de campagne électorale? Mais je suis en train de le démontrer. Ouais. C'est-à-dire, le Rwanda nous attaque par 2 voies. Sur la voie terrestre, avec ses fantassins et ses unités d'élite, ils ont déjà attaqué et occupé nos territoires, c'est-à-dire le territoire de Masisi et le territoire de Rutshuru, et pendant plusieurs mois, ok? Et maintenant, le Rwanda nous attaque par les drones, à partir du territoire rwandais. Et c'est là où le président précise très bien les mots. Il parle de l'agression. Moindre escarmouche. Non. Et d'ailleurs, quand il parlait de moindre escarmouche, moi je disais déjà qu'il s'est trompé. Parce que lorsque lui, au niveau de la tribune des Nations Unies, et dans toutes les autres tribunes, il accuse le Rwanda d'être pays agresseur, cela veut dire, quand le Rwanda est un pays agresseur, c'est-à-dire le Rwanda occupe une partie de notre territoire. Et quand le Rwanda, avec son armée, occupe une partie de notre territoire, vous n'avez pas encore besoin d'attendre d'autres escarmouches. Vous n'avez pas encore besoin qu'on puisse tirer encore un coup de balle. Parce que le Rwanda occupe déjà. Et peut-être les gens peuvent confondre. C'était l'île d'Hawaï. C'est l'île d'Hawaï que le Japon, pendant la Seconde Guerre mondiale, est venu attaquer le porte-avions américain. Parce qu'on a attaqué et on est rentré par les kamikazes japonais qu'avait fait le président, c'était Roosevelt. Roosevelt était déjà en chaise roulante. Il marchait sous la chaise roulante. Mais ce jour-là, se chargeait en communication.
Ils ont dit non, non, vous ne pouvez pas aller déclarer la guerre, c'est-à-dire demander devant le Congrès la déclaration de la guerre avec une chaise roulante. Ce n'est pas une bonne image, une bonne attitude. Vous voyez pourquoi je critique l'attitude, l'image même des colonels, porte-parole. Et on a fait appel à des médecins, des spécialistes en kinésithérapie. Voilà. Ils ont massé le président. Alors, M. Carlos, vous étiez en train de parler du président américain qui devrait se faire masser pour se tenir et déclarer la guerre face au Japon. Oui, c'est ce qu'il a fait devant le Congrès. Roosevelt est venu en marchant debout. Parce qu'en état debout, ça donne l'image de la grande puissance. De la force. Oui, oui. Eh bien, voilà. Alors, revenons sur ma question maintenant. Ouais, des menaces étaient faites contre Kagame. Kagame a réagi. Je voudrais peut-être que les gens soient éclairés. Pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas consécutivement à la promesse du chef de l'État qui a dit moindre escarmouche, je vais réagir. Kagame Kima. Et là, ce n'est même pas l'escarmouche, ce sont des bombes qui tombent à Goma. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas? Parce qu'il n'a pas les moyens ou que c'était juste une déclaration pour faire plaisir à ses électeurs? S'il vous plaît, là, il faut pas qu'on mélange les choses. L'armée, c'est comme la police à l'intérieur du pays. L'armée, c'est comme la presse. Quand il y a un événement, vous ne pouvez pas attendre que non, il faut que la direction des publications ou bien des programmes vous donne les ordres. Non, ça ne se fait pas comme ça. Vous savez, c'est que si notre armée aujourd'hui était retenue comme la 8e puissance, ce n'est pas pour rien. Maître, des bombes sont tombées à Goma hier. Pourquoi est-ce que l'armée ne réagit pas conformément aux déclarations de Félix Tshisekedi qui a dit qu'à la moindre escarmouche, je vais bombarder Rwanda, Paul Kagame va fuir. Pourquoi on ne réagit pas, on fait juste des communiqués? Moi, je trouve que c'est à ce niveau-là que même le président pouvait se poser la question. Qu'est-ce qui ne va pas avec les commandements de notre armée? Mais c'est lui qui commande, c'est lui l'autorité civile et politique qui commande l'armée. Non, non, non. Ça, attention avec un leader symbolique. Le président de la République, c'est un civil, quel que soit qu'on l'appelle le commandant suprême. Hein, ça, c'est des titres symboliques. Ok. C'est comme un recteur qui remet les diplômes. Voilà. Mais qu'est-ce qui est prévu? Voilà comment notre armée est structurée. Notre armée structurée, il y a d'abord l'état-major général et puis il y a les zones de défense. Ces zones de défense ont été créées avec la réforme pour permettre à l'armée à riposter rapidement. Ce qui, il y a une zone de défense qui contrôle l'ex-province orientale et le Kivu, qui a toutes les forces. La force terrestre, la force aérienne, la force navale. C'est que lorsque vous attaquez Goma, comme c'était le cas, l'unité qui est là, et surtout que Goma, il y a déjà, c'est une zone opérationnelle, devrait directement réagir. Et quand elle réagit et qu'elle se heurte à une puissance supérieure de fait, elle fait rapport à la zone de défense qui lui vient en appui, en entendant que Kinshasa, c'est-à-dire l'état-major général, prépare autre chose. Alors qu'auparavant, c'était si Goma est attaqué, l'unité qui est là réagit et en même temps demande les renforts à partir de Kinshasa. Alors, le temps où Kinshasa se prépare pour déployer le renfort, ça faisait un peu un retard. C'est comme ça qu'on a créé les zones de défense. Mais maintenant, comment cela peut arriver que les drones tombent, on attaque et vous dites non, non, nous sommes une armée, nous allons agir comme une ONG des droits de l'homme, nous dénonçons, nous demandons à la communauté. Chez nous, des Goma, on peut atteindre Kigali, pourquoi on ne le fait pas? Et c'est ça notre avantage. Oui, parce qu'à partir de Goma, pourquoi on ne le fait pas? Goma, Kigali, c'est 150 km. On peut atteindre Kigali. Oui, mais pourquoi on ne le fait pas? Ça, moi, je ne sais pas pourquoi vraiment.
Mais lui, il a promis, non? Mais il y a aussi des contradictions. Alors, Maître Carlos, j'ai posé la question de savoir, nous sommes agressés, c'est n'était que des accusations. Là, l'armée le dit clairement que c'est le Rwanda qui bombarde Goma, même l'aéroport, des avions militaires visés, mais malheureusement, ce sont les avions civils ou commerciaux qui ont connu des dégâts. Pourquoi on ne réagit pas? Pourquoi est-ce que on va pas faire ce que le président a dit? Nous, dès chez nous, on peut atteindre Kigali. Pourquoi on ne le fait pas? C'est là où il y a un problème, c'est que il faut que cette vision du président soit partagée par tout le monde et au niveau du commandement militaire. Moi, je pense que à l'heure où nous parlons, le ministre de la Défense, même le chef d'état-major, il pouvait vraiment être très proche. Bon, même pas physiquement, mais à chaque stade dans la communication, je crois que c'est ce qui se passe. Mais j'ai précisé une chose qui est, lorsqu'on est agressé, tout ce qui est formalisme constitutionnel, tout ce qui est formalisme constitutionnel peut être mis en sursis parce que nous sommes en cas de légitime défense. Alors, il faut dire qu'il a les relations, dans tout ce qui est relations entre États, c'est géré par les droits internationaux et publics, qui est un droit qui est faible à ce qui concerne la sanction. Il n'y a pas de sanctions. Il y a des sanctions, mais des sanctions qui sont un peu faibles par rapport à l'ordre interne. Ce que, dans l'ordre juridique interne, si le Rwanda était un individu, la justice pouvait déjà le juger et le condamner. Mais un État, quand c'est le Rwanda qui nous attaque ou qui attaque notre aéroport avec des drones, et que vous faites des déclarations, ne pensez pas que l'ONU a un cachot pour arrêter le Rwanda. Non, c'est-à-dire, c'est pourquoi en relation internationale, j'adore la doctrine réaliste, c'est-à-dire chaque État doit avoir une armée dissuasive pour se protéger. Il ne faut pas rester dans la doctrine idéaliste, c'est-à-dire non, les droits internationaux et publics est là, les États sont égaux, ils ne doivent pas les non-recours à la force. Non, non, ça c'est rester dans l'idéalisme. Et j'allais dire quoi? Depuis la genèse de notre État indépendant du Congo, avant d'abord, c'était l'état de Maniema avec les soldats Tipo. Cette partie avait une armée forte qui empêchait le royaume de Buganda et même le royaume du Rwanda de pénétrer. Parce que Tipo avait une armée forte avec même son collaborateur Ngongolo Tete. Lorsque Léopold arrive, la première chose à faire, c'est de construire, c'est de mettre en place une armée forte et dissuasive, la force publique. Et c'est cette force publique qui va faire même des exploits à la première et à la seconde guerre mondiale. Donc on devrait rester dans cette idéologie. Même le roi Léopold II, qui était un grand stratège en diplomatie, dans des négociations, mais il avait une armée dissuasive. Mais la question c'est de dire, est-ce que nous n'avons pas une armée dissuasive? Est-ce que nous n'avons pas une armée qui peut faire face à la guerre, face au Rwanda? Le président de la République l'a dit, nous sommes prêts. Moi aussi, de ma part, je vous ai toujours dit, lorsque les Wazalendo, qui sont 60 individus civils, avec des Kalachnikov, arrivent à déstabiliser les terroristes M23, arrive à mettre à débandade un bataillon rwandais. Mais pourquoi lorsqu'il s'agit d'une armée structurée, organisée, avec les unités d'élite, les commandos de jungle, nous en avons, le Rwanda n'en a pas. Mais on dit maintenant qu'on observe le cessez-le-feu.
il y a alors un problème. Soit l'armée ne réagit pas, parce qu'il y a un ordre de respecter le cessez-le-feu, parce que dans toutes les écoles de guerre, lorsque vous êtes attaqué, vous devez riposter. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. À ce qui concerne la discipline des tirs, les commandants de la discipline des tirs, c'est les chefs de section. Ce n'est pas les généraux, ce n'est pas les colonels. Ceux qui font gagner des batailles, ce sont des chefs section. Souvent, nous, on croit que ce sont des généraux. Les généraux, ils sont très loin, à plusieurs kilomètres de front, de la ligne de front. C'est les chefs de section qui donnent les commandements. Tirez, cessez les feux, roulez, couchez. C'est les chefs de section. Mais on vous dit ceci, lorsque vous êtes en progression, ou même l'unité est immobile, s'il y a une attaque brusque, et s'il y a un coup de balle de moins de 100 mètres, on n'a plus besoin d'attendre l'ordre de tirer. Directement, on ouvre le feu. Alors, il y a une unité qui se trouve à l'aéroport et qui voit des bombes ou bien des drones venir de l'autre côté. Le principe dans la tactique, que ce soit même individuel, des sections, des pelotons, compagnies, type bataillon, c'est de réagir immédiatement vers l'origine de l'attaque. Alors, si l'armée ne le fait pas, ce qui est au niveau politique, il y a une décision. Il y a une décision d'observer le cessez-le-feu. Très bien. Qu'attendez-vous de négociations de ce mini-sommet convoqué par Lorenzo, le sommet qui a réuni Félix Tshisekedi, Paul Kagame, Cyril Ramaphosa à Addis Abeba en Éthiopie? Qu'attendez-vous de ça? Parce que chez Okito nous dit qu'il ne croit pas à l'option militaire, il croit systématiquement à l'option diplomatique. Parce que ça nous éviterait des dépenses, ça nous éviterait la perte en vies humaines, ça nous éviterait beaucoup de choses. En 2 minutes pour qu'on en finisse. Non, vous savez, la déclaration de Sékou Toundou, ça risque d'être interprété comme une trahison à l'interne au sein de l'Union sacrée. Lui, c'est une personnalité importante, surtout sur le plan diplomatique dans ce pays. Vous vous souvenez que c'est en 2002, la diplomatie animée par Sékou Toundou était la plus importante après celle de Ngouza Karlibon en 1982. Mais là, il est en train d'aller vraiment... Et je ne le comprends plus. Et vous voyez que on risque d'interpréter que ce sont des gens que l'Occident a envoyés à côté de Kabila et aujourd'hui on veut les mettre encore à côté de Félix. Non, ce n'est pas bon à ce moment de dire ça. Parce qu'il connaît la position du peuple congolais. Mais vous savez, qu'on ne combat pas. Vous venez de dire ici qu'on nous attaque, mais que visiblement il n'y a pas de réaction forte. C'est comme s'il y avait une décision de ne pas combattre. Est-ce que ce n'est pas dans cette logique qu'il souhaite que le Congo dialogue avec le Rwanda? Pendant que Sékou Toundou était sénateur, il n'était pas à la diplomatie. Parce qu'à l'époque, c'était Tchibanda. Goma tombe entre les mains des M23. Le même jour, je crois le lendemain, le président Kabila prend son avion vers Kampala pour un mini-sommet, le plus court et le plus rapide. Museveni, Kagame et Kabila. Le communiqué final, on demande au M23 de reculer, c'est-à-dire de quitter la ville de Goma et de replier jusqu'à 20 km à Kibumba. Et c'était fait. C'était fait. Donc, voilà le résultat d'une diplomatie agissante. Mini-sommet, les M23 déjà à Goma et les M23 reculent pendant que notre armée était à Saki.
Et notre armée est revenue prendre Goma avec la force de la MONUSCO. C'est après 2 mois, lorsque l'armée rwandaise, donc M23, menaçait d'attaquer encore Goma, au même mois, Kabila avait pris le temps de former ces unités d'élite. C'est là qu'il a formé les unités d'élite, le régiment des commandos, le régiment d'intervention rapide. Et on a apparu à la tête de ces régiments le colonel Mamadou Ndala. Alors, comme le Rwanda ne savait pas que nous avons maintenant des unités d'élite, ils ont fait face à un jeune redoutable, colonel Mamadou Ndala, avec l'unité commando. Et ils ont été mis à des bandades. Alors qu'à l'époque, il y avait toujours des prophètes, des dialogues pour dire que non, on ne peut pas avec le Rwanda, c'est appuyé par l'armée américaine. Chez Okitondo, quand nous on venait avec la FDL, chez Okitondo, il n'était pas là. Il était en Libye. Tu vois déjà des gens qui ont bouffé beaucoup d'argent, alors que nous qui avons souffert avec des bottes sous la pluie, nous sommes dans la misère, beaucoup ont perdu la vie. Ils ont le droit de le dire. Parce que nous qui sommes venus avec la FDL, avec comme allié armée rwandaise, on n'a jamais vu des armes sophistiquées. On n'a jamais vu des instructeurs américains. Les villes tombaient parce que la trahison était du côté des ex-FAS, de l'armée alliance de Mobutu, et parce que aussi l'armée de Mobutu ne voulait pas se battre. Donc c'est ça le problème. Moi je trouve, allons d'abord avec la réflexion de Cheikh Okitondo. C'est là qu'on va finir, oui. Et même j'ai vu aussi votre confrère Magloire qui dit aussi qu'il faut aller à la négociation. Je vous ai dit que ce n'est pas moi qui vous ai dit. Moi j'ai vu. J'ai appris. J'étais à Kindu quand je suis allé enseigner à l'université de Kindu. Il y a plus de 10 brigades, des commandos bien formés. Pour chasser le M23 sous Kabila, on a utilisé 2 régiments. Mais aujourd'hui, on a plus de 10 régiments qui sont en la fin, au terme de la formation. Un régiment, c'est combien de militaires? Donc, quand il faut parler de bataillon organique, c'est 800 à 100. Un régiment, ça peut aller dans le 1000. Donc, on en a 10. Plus qu'un bataillon. On en a 10. Non. Le chef d'état-major général Thiaw vous parle de 10 brigades. Alors, une brigade a 5 bataillons. Donc, on est dans le plus de 50 000 militaires. Mais on n'arrive pas à en finir avec moins de 3 000 hommes. Non, ce n'est pas à dire. Jusque-là, on n'est pas... Ce sont les unités d'élite qui ne sont pas encore entrées en danse. Qui attendent. Qui attendent. D'autres ont fini aussi leur formation à Kitona. Donc aujourd'hui, nous avons une armée qui est l'armée de Mobutu, on n'en avait pas. Parce que laisse-moi faire d'abord cette comparaison. Souvent les gens parlent de l'armée de Mobutu. À l'époque de Mobutu, on avait une armée. Mais on avait une armée de combien de gens? Parce que Mobutu disait que Natiaka Maël Nangayo soit pas Béré Rouge. Béré Rouge, il avait combien? Moi j'ai eu la chance d'être formé par le même instructeur de CETA. Ifa Soubououankoui, lieutenant Tchachi. 2 grands instructeurs de CETA. Ifa Soubououankoui, Isongo, instructeur Kotakoli et instructeur Kalukusa à Kisangani. Mes instructeurs, Ifa Soubououankoui me forment tactique individuelle belge, Tchachi me forme tactique israélienne. Moi. Donc, ceux qui ont été formés à Kasseta, nous partageons avec eux le même instructeur. Mais il y avait combien d'unités? Quand on parle de 7 ans, 31 brigades, il y avait 311, 312, 313. 3 bataillons, pas organiques. C'est des bataillons qui avaient des compagnies 150, tout ça. C'était moins de 500 hommes. Béré rouge. Béré rouge. Seulement ce que Mobutu avait. Quand vous prenez votre unité béret vert, les commandos de choc de Mbouzamabé, de la brigade de la 441e brigade, il y avait combien? 4 bataillons. Un bataillon à Lukusa Kisangani,
un bataillon à Wacha, un bataillon à Ruberizi et à Rubangapo. C'est tout. Et le bataillon avait combien? Moins de 500, moins de 600 hommes. Mais aujourd'hui, on a mieux que ça. Mais la situation ne change pas. La situation s'est dégradée davantage. M. Carlos Mopili. Allons d'abord dans le. On va finir. Dans les réflexions de Cheo Kitundu. Ouais. On y va au dialogue. Bon, maintenant, Kagame et les autres se suivent. Et puis on a dit la solution passe par la rencontre entre Félix Tshisekedi et Kagame. Ils ne doivent pas s'éviter. Un jour à l'autre, ils doivent se rencontrer pour finir cette situation. Mais regarde la mauvaise foi. Cheo Kitundu sait très bien. Et ça, c'est mon mémoire de Master 2 à l'université de Limoges, où je défends clairement les acteurs invisibles, le vrai metteur en scène. Même être simple historien, non pas historien, tous les grands historiens savent la méthode de causalité historique. C'est-à-dire, vous devez d'abord rechercher qui est le metteur en scène. Le metteur en scène, ou l'auteur intellectuel, c'est celui qui conçoit, qui planifie et qui donne la logistique. Cheo Kitundu connaît très bien que s'il faut aller dans la voie des dialogues, ce n'est pas avec les Rwandais. Parce que le Rwanda, c'est un sous-traitant de multinationales. Donc, si nous devons dialoguer avec les multinationales. Ce sont les multinationales qui sont de vrais metteurs en scène. Avec Amfi, qui nous a appuyé avec la guerre de l'AFDEL, et la même Amfi, la multinationale Amfi, quand Mouzé a refusé les accords pour l'exploitation des cobalt à Tenke-Fungurume et l'or de Banuro à Saramabila, c'est comme ça qu'on a créé le RCD. Et à ça, c'était la condition pour qu'on puisse avoir la paix. C'était les codes miniers. Et puis, les accorder l'exploitation. C'est comme ça que vous avez vu les multinationales exploiter Tenke-Fungurume sans contrepartie. Exploiter Saramabila Namoué sans contrepartie. Demande aux gens des fiscs et des gérades qui allaient là-bas. Ils allaient là comment? Avec une posture. Est-ce que ça vraiment, quelqu'un qui était ministre des Affaires étrangères peut oublier que ce n'est pas Kagame? Kagame, il est comme Mobutu. Quand les Zaïre agressaient l'Angola, il fallait négocier avec Mobutu. Parce qu'à l'époque, les Zaïre étaient le centre de la CIA et de l'OTAN. Kitona, Kamina, c'était la base de l'OTAN. D'où, au lieu que l'Amérique, comme l'Amérique, les États-Unis ou les impérialistes occidentaux, veulent toujours africaniser l'insécurité ou les conflits en Afrique, c'est comme le rapport bidon là, de Mapingela. Hein? Changement, j'appelle ça un rapport bidon. Parce que c'est un rapport qui veut incriminer seulement les Africains et disculper les Occidentaux. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il faut? C'est une chose très importante. Parce qu'on peut encore tromper le président comme on l'avait trompé encore par des faux spécialistes en relations internationales. Que faut-il faire? Non, il dialogue pas avec Kagame? Là, laissez passer, les choses commencent à venir de très haut là. Donc, l'émission aussi tend vers la fin. Vous parlez de... Je parlais de multinationales, c'est-à-dire à l'époque de Mobutu. Dos Santos ne pouvait pas négocier avec Mobutu parce que Mobutu n'avait pas la décision pour décider de ne pas appuyer Savimbi. Parce que l'armement qui appuyait Savimbi venait de la base de Kitona. Il fallait que l'Angola négocie avec l'Occident pour qu'on élimine Savimbi. Donc si nous souvenons la négociation, c'est avec le vrai décideur, le vrai metteur en scène, qui sont les multinationales. Parce que, en résumé, c'est international, c'est les multinationales anglo-saxonnes. Au niveau régional, ce sont les États sous-traitants, l'Ouganda et le Rwanda. Et au niveau interne, c'est les collabos. Hein? Les gens qu'on recrute là, quelques Bashi, quelques Nande, hein? Pour porter la casquette des rébellions, tout comme ça, et quelques même les Bakongo,
C'est lui le porte-parole là. Le Willy Ngoma. Le Willy Ngoma. Alors, ça, c'est le dialogue. Maintenant, si on va avec ce dialogue, on arrive à la fin. Ça va faire quoi? Kagame devient ami, redevient ami et frère de Tshisekedi. Mais ils ont commencé par là. Ils ont commencé par l'amitié. Pourquoi cette amitié n'avait jamais... Voilà, c'est ce qui a échappé à Cheo. Moi, je me dis, mais les journalistes qui racontent des grandes personnes comme Cheo Kitundu, est-ce que ce sont des journalistes qui attendent le coupage ou bien ils viennent pour la recherche de vérité? Ils devraient poser la question à Cheo Kitundu. Cheo Kitundu, vous êtes venu derrière Moussé. C'est l'armée rwandaise qui vous a accompagné ici. Qu'est-ce qui a provoqué que encore l'armée rwandaise, en majorité, pas en majorité, excusez-moi, Tutsi, a eu des problèmes avec Moussé Kabila? Ça, c'est le premier épisode. Deuxième épisode. Encore, l'armée rwandaise entre ici à travers San City, par les négociations sous la belle du RCD. Qu'est-ce qui a fait encore que ils ont déjà la vice-présidence chargée de la sécurité pour protéger les leurs, mais on a créé encore CNDP. Et on a fait encore des dialogues. Cheo Kitundu, vous étiez là. Et on a donné des postes, des grades à des gens de CNDP qui ne sont pas venus avec la FDL. La plupart des officiers que vous voyez là, avec morphologie et aussi ces Rwandaises que vous appelez, ils ne sont pas de la génération de la FDL. C'est des gens qui ont été recrutés sous CNDP. Ils ont eu des postes. Et Kabila a reconnu que la plus grosse erreur, c'est d'accepter un accord de paix de 2009 qu'on appelait Amani Leo. C'est Amani Leo. Kabila l'a reconnu, Joseph Kabila. Kabila reconnaît ça. Et Kabila s'est dit, non, moi je dois construire mon armée. L'armée est là, avec des unités d'élite, avec l'armement, 8e puissance. Et il chasse le M23. Félix Tshisekedi prend le pouvoir. Comme pour Félix Tshisekedi, il devrait se débarrasser du FCC. Et il voyait que pour bloquer le FCC, et pour que le FCC ne puisse pas être utilisé par le Rwanda, lui, il va aller négocier avec le Rwanda. Il fait venir le M23, il va appeler Kagame au stade, il y a Kagame. Il y a eu même des anthropologues qui ont commencé à raconter des histoires que la préfecture, la tribu de Kagame et les Baluba ont un ancêtre commun. Or c'est faux et archi faux, parce que la langue, le Kinyarwanda, c'est une langue des Hutus, les Tutsis n'ont pas une langue. Donc même s'il y a des mots qui se ressemblent, ce n'est pas dire que non, vous avez une origine lointaine. Et Kagame était frère, jusqu'à même à lui proposer les carnets d'adresse. Rwanda a volé ici. Vous voulez même céder la sécurité d'argent. Il y a eu des jeunes qui sont morts. Des jeunes, non jeunes de la société civile, avec le mémorandum d'entente où on voulait que la police rwandaise commence à sécuriser la ville de Goma et l'aéroport parce que le siège de Rwanda était à Goma. On a vu même, on a vu encore Kagame arracher un marché à travers un accord. Je ne sais pas si cet accord est déjà tombé caduc. Des raffineries de l'or de Sakima au Maniema, avec tous les minéraux d'accompagnement, en violation du code minier. Un accord qui n'a pas été ratifié, mais Félix l'a fait pour faire plaisir à Kagame. Aucun président n'a jamais fait plaisir à Kagame comme ça. Parce qu'il n'y a que des mensonges. On parle de l'accord de l'Emer. Kagame ne parlera jamais de l'accord de l'Emer. Parce que ça n'existe pas. C'est comme ça qu'il a fait à la Cour internationale de justice. On parlera de faux l'accord là de M23. Ça n'a pas été signé. Moi j'étais à Kampala. Je connais là où ça se faisait. Ça n'a pas été signé. Le premier accord que Kagame peut prévaloir
même devant la Cour internationale d'arbitrage, même devant la Cour internationale de justice de la Haye, c'est les accords signés avec l'État congolais sous le chef de l'État Fachi. Mais tout ça, on lui a tout donné. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y ait encore des problèmes? La réponse, ça vient du président de la République. Le président de la République, il dit ceci, et à Lingala, je ne sais pas si Chekito ne voulait qu'on lui parle à qui était là, mais enfin, et le Mumbi, c'est pas dire comme ça. Le président Fachi dit, Ngai na bano kanisake, batumusu sunde, bazo peut-être que non, Kagame a besoin, alors, biso to ngai to sala état, lokola Allemagne en France, je l'ai considéré comme mon frère, que pays ya bango eza pauvre, to solo là, tout ça la exploitation commune, mais à ça moutouté. Ça c'est ce que le président Fachi dit. Alors, il a été induit en erreur par des professeurs en relations internationales, parce que cette histoire qu'on parle de l'Allemagne et France, je profite pour enseigner l'émission est terminée. Je termine par là, c'est très important. Vous pouvez couper même quelque chose de là au devant. Cette histoire de l'Allemagne et France, les gens se trompent. Si vous lisez les sous-bassements des traités de Yalta, vous verrez que avant la prise de Berlin, il y a eu l'accord de Yalta à Crimée, où ils se sont partagés l'Allemagne. Maintenant, il y a la partie qui était pour la France, c'est là où on trouve les mines de charbon. Et le gouvernement là, après nazi, c'est un gouvernement de vassaux, des alliés. Alors il devrait exploiter avec la France cette partie-là du territoire qui est riche en charbon. C'est là où on parle de l'exploitation commune et début de création de marchés. Parce que les deux... Ce n'était pas un État allemand souverain, non. C'est pas un État souverain qui donne ses mines. Non, ce n'est pas ça. Mais là, c'était comme une mine commune. Une mine, oui, c'est-à-dire, avec les traités de Yalta, chaque vainqueur de guerre devrait exploiter ce qu'il pouvait exploiter. Très bien. On a dépouillé l'Allemagne même de ses savants qui sont allés fabriquer des bombes, même des fusées. On a pris tout, on a tout dépouillé parce que l'Allemagne sous Hitler, c'était une puissance industrielle, scientifique, spatiale et à tout. Merci beaucoup. Donc voilà un peu ça. Mais je termine pour dire ceci. Président Félix Tshisekedi doit faire attention avec certains de ses collaborateurs. Parce que lorsqu'on les pousse au dialogue, je sais que l'argent va circuler même dans la société civile pour demander le dialogue avec les M23. Mais je rappelle ceci au président de la République qu'il est maintenant à sa 6e année. Et s'il faut faire la comparaison avec son prédécesseur Joseph Kabila, de ses 6 premières années, Joseph Kabila trouve la RDC découpée. Mais il a unifié le Congo après 3 ans, en 2003. Mais le président Fachi trouve le Congo uni. Mais aujourd'hui, le Congo n'est pas dans son entièreté occupé au Nord Kivu. Joseph Kabila trouve un budget national de 300 millions de dollars. C'était ça notre budget. Mais dans 3 ans, il a multiplié ça par 6. Donc le budget est revenu à 2 milliards de dollars. En 2004. Mais Félix a la chance, il est héritier, il trouve un budget de 6 milliards de dollars avec une réserve d'échange de 1,9 million de dollars. Donc, de 150 millions de dollars, 190 millions de dollars. Joseph Kabila trouve le passif sur le plan financier. La dette extérieure de 12 milliards de dollars laissée par Mobutu. Mais Félix Tshisekedi trouve un pays avec sans dette extérieure. Kabila Joseph trouve un Congo sans constitution. Parce qu'il y avait un texte à valeur constitutionnelle qu'on appelait décret loi constitutionnel avec une page. Mais Joseph Kabila donne
D'abord la constitution de transition et puis la constitution par voie référendum, l'actuelle constitution. Yango. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il devrait faire respecter seulement la constitution. Mais il siège aujourd'hui avec les ministres et députés, tout de tralala, changement. Merci beaucoup. Kabila n'a pas trouvé une armée. Il a trouvé vraiment une armée en gestation, qu'on peut dire même des combattants. Parce que pour former un soldat opérationnel, il faut au minimum 6 mois. Mais c'est d'abord 9 mois. Mais Kabila a créé une armée, malgré le brassage et le mixage, il a laissé les unités d'élite, il a laissé des armements et nous sommes venus 8e armée d'Afrique. Donc, vous voyez que sur le plan aussi diplomatique, les Congo étaient isolés, mais déjà en 3 mois, Kabila a ouvert ce pays dans les concerts de la nation. Merci beaucoup d'avoir fait le bilan. Il a été accueilli au palais de... quoi? Palais de la Nation? Non, non, mais à la Maison Blanche, chez Bill Clinton, les États-Unis, la France, la Belgique, l'Angleterre et les institutions de Bretton Woods sont arrivés. Et Félix il prend le pouvoir. Nous avions 2 alliés au Conseil de sécurité, la Russie et la Chine. Mais malheureusement aujourd'hui, nous n'avons aucun allié pour nous défendre. J'ai aimé son épouse, ma soeur, lorsqu'elle dit Tozaka Bisomoko, il faut qu'on compte pour Bisomoko. Là, elle a dit la vérité. Prise de conscience. Merci beaucoup. Il faut maintenant une cohésion à l'interne. Après l'élection, tu as divisé, maître. Parce que s'il n'y a pas une cohésion à l'interne, tu as divisé. Qu'est-ce que Kagame dit? Kagame dit c'est un problème interne. Merci beaucoup, maître Carlos. Merci. Merci pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Au début de la semaine pour l'évolution de la situation sécurité dans la partie Est. C'était comme une édition spéciale sur la situation sécurité dans la partie Est. On vous a éclairé à notre manière. Il ne vous reste plus qu'à vous abonner à la Télé News, chaîne de la liberté.